tous et merci de votre présence pour cette première conférence du lundi 2021 de l'association Droit et Commerce. Alors, tout d'abord, je me dois de vous prier de bien vouloir excuser l'absence de Monsieur le Président Netter, président du tribunal de commerce de Paris, qui devait introduire cette séance, mais qui est empêché en dernière minute. C'est donc à moi qu'il reviendra de vous présenter cette manifestation et les intervenants. Et tout d'abord, au nom de Droit et Commerce, je souhaite présenter à tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, pour vous-même, pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers, en espérant qu'elle vous sera favorable sur tous les plans et qu'elle vous permettra, qu'elle nous permettra à tous d'apercevoir le bout du tunnel dans lequel nous sommes engagés depuis très précisément mars 2020. Alors, le sujet de cette conférence est le commerce des autorisations administratives à objet économique, les AAOE. Il peut paraître un petit peu paradoxal d'imaginer que les autorisations administratives constituent un sujet de réflexion pour droit et commerce. Or, la valeur de l'activité qu'elles permettent d'exercer leur confère une valeur patrimoniale et même une valeur marchande. C'est à ce titre que les autorisations administratives figurent parmi les objets de commerce les plus méconnus qui soient. Les exemples sont multiples et certains bien connus. Licence de téléphonie mobile, de débit de boisson, de pharmacie, autorisation de mise sur le marché de médicaments ou de produits biocides, charges des officiers publics et ministériels, licence de taxi, ou plus récemment quota d'émissions de gaz à effet de serre. Les exemples sont nombreux. Le phénomène est incommensurable et les échanges qui l'accompagnent parfois considérables. Le marché est officiel ou officieux. Le rôle de l'État moteur ou intéressé sous la surveillance de l'Union européenne, c'est dire que se posent, au-delà du pur droit administratif des autorisations, des questions de droit commercial, droit public économique, droit de la concurrence, droit des biens, etc. Le thème du commerce des autorisations administratives nous invite à dépasser le cloisonnement des disciplines juridiques pour appréhender dans sa globalité un mécanisme dont le ressort est d'abord économique. L'objet de cette conférence est quelque peu novateur, comme le sujet même de l'ouvrage qui a été rédigé sur le sujet par notre conférencier de ce jour, ouvrage publié par LGDJ, qui était son sujet de thèse et qui lui a valu en 2019 le prix de droit et commerce. Je veux parler de Jean-Victor Maublanc. Alors, il a été formé à l'université de Pau. Il a passé sa thèse en 2016 sous la direction, si je ne me trompe, du professeur Philippe Terner. Il est aujourd'hui maître de conférence en droit public à l'université de Poitiers. Il a reçu, au titre de son ouvrage, le prix de droit et commerce 2019. Il est membre de l'association Droit et Commerce et il aura par conséquent la parole pour 1 heure environ de conférence. À la suite de cette conférence, suivra une séance de questions-réponses qui sera animée par Guillaume Valdelièvre. Alors, Guillaume Valdelièvre est membre du conseil d'administration de notre association Droit et Commerce, de formation à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Paris 2, Panthéon-Assas, avocat à Paris, puis associé désormais de la CELARL, Mathieu-Janski-Poupeau-Valdelièvre, avocat au Conseil. Il est particulièrement familier du contentieux de cassation dans les grands domaines du droit des affaires. Il est chargé de cours à l'université Paris-Dauphine. Il est membre du comité scientifique de la revue semestrielle du Conseil constitutionnel et il est auteur de très nombreux articles. Il aura donc la charge d'animer les questions-réponses qui, pendant une demi-heure, suivront la conférence. Alors,
En ce qui vous concerne, vous avez, pendant tout le cours de la conférence, la possibilité de poser vos questions au moyen du bouton QR qui se trouve en bas de votre écran Zoom de cette conférence. Ces questions seront recueillies et retraitées par Guillaume Valdelièvre et je passe sans plus attendre la parole à Jean-Victor Maublanc pour sa conférence. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, cher Marc. Alors, cher Guillaume, cher membre de l'Association Droit et Commerce, chers participants, c'est pour moi un grand honneur de participer aujourd'hui aux conférences du lundi organisées par l'Association Droit et Commerce. Et j'en suis d'autant plus heureux que le sujet que j'ai l'honneur d'aborder aujourd'hui avec vous me tient particulièrement à cœur. C'est celui du commerce des autorisations administratives à objet économique. Alors, je vais tout de suite lancer un diaporama qui résume l'essentiel de mon propos, étant précisé que mon propos oral sera nettement plus complet que ce qui sera présenté dans le cadre du diaporama. Je vais me contenter de vous faire, un résumé écrit complet, mais l'oral sera nettement plus riche. Et si d'aventure vous avez des questions qui tiennent à ce que j'aurais pu peut-être évoquer à l'oral, mais qui ne figurent pas à l'écrit, je me tiens évidemment à votre disposition pour y répondre. Alors, ce sujet, il est bien connu de la doctrine. Il y a quelques illustrations traditionnelles. Et Monsieur le Président l'a rappelé il y a quelques instants, la licence de taxi, par exemple, les droits à produire ou les charges des officiers publics et ministériels sont connus de bien des praticiens et de bien des auteurs. Pour la licence de taxi, on pense évidemment à la France, mais dans des cas comme par exemple l'Australie, la question de la cessibilité de la licence se pose. C'est également le cas des droits à produire en France comme en Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe. Pour pouvoir exercer certaines cultures ou certains élevages, il faut y être préalablement autorisé. Enfin, les charges des officiers publics et ministériels, dont il sera peut-être question tout à l'heure dans le cadre de la session de questions-réponses, font elles aussi pleinement l'objet du sujet. Sous l'Ancien Régime, vous savez certainement que s'était développé un phénomène de vénalité des charges qui avait été aboli par les révolutionnaires avant, dans un second temps, d'être rétabli sous une forme moins choquante sur laquelle nous reviendrons. À côté de ces illustrations traditionnelles, il y a d'autres exemples qui ont été rappelés par l'actualité. Malheureusement, j'ai presque envie d'ajouter. C'est d'abord le cas des autorisations de mise sur le marché de médicaments, s'agissant par exemple des vaccins contre le Covid-19, la Covid-19, devrais-je d'ailleurs dire. C'est aussi le cas en matière de téléphonie mobile, puisque licences 5G qui ont récemment été attribuées par l'ARCEP sont des autorisations qui font l'objet d'un commerce. Enfin, je pense aux droits à polluer qui, dans l'Union européenne, prennent la forme de quotas d'émission du SCEQE et qui, eux aussi, font l'objet d'un commerce. Alors, pour autant, ces exemples ne permettent pas de saisir le phénomène dans sa globalité. Et une fois qu'on essaie de synthétiser un peu la matière, on se rend compte que la question est assez complexe et que ce commerce est bien mystérieux. Il me semble qu'il y a plusieurs questions qui sont en suspens et auxquelles il faut impérativement apporter une réponse. La première de ces questions, c'est celle de savoir quelles autorisations administratives font l'objet d'un commerce. Autrement dit, est-ce qu'il faut se contenter des 6 illustrations que j'ai évoquées il y a quelques instants, plus que 6, puisque le président Marc Ringlet en a ajouté quelques-uns, exemples à cette liste de 6. Est-ce qu'on peut aller plus loin et dire qu'il s'agit d'un principe, ou est-ce que carrément, c'est une règle générale, toutes les autorisations administratives à objet économique pourraient faire l'objet d'un commerce?
Toujours dans cette première question, qui tient au périmètre des autorisations qui font l'objet d'un commerce, on peut aussi se demander si géographiquement, la question se pose qu'en France, si elle a un périmètre plus large ou si elle se pose ailleurs dans le monde. J'ai déjà commencé un petit peu à y répondre. Plus fondamentalement, et c'est la deuxième grande question que je vais essayer de traiter avec vous aujourd'hui, c'est celle de la raison pour laquelle certaines autorisations administratives font l'objet d'un commerce alors que d'autres n'en font pas. Vous savez que certaines autorisations, comme par exemple les autorisations d'inhumer dans les cimetières ou de manifester sur la voie publique, ne font pas l'objet d'un commerce. Pour autant, ce sont des autorisations administratives. Cette absence de commerce pour certaines autorisations touche aussi celles qui ont un objet économique. Je pense à la licence de pêche, par exemple, qui, en France, ne fait pas l'objet d'un commerce, alors qu'elle a évidemment pour but d'exercer une activité économique. Troisième grande question qu'on vient de traiter ensemble, c'est celle qui tient aux conditions d'un tel commerce, puisque une autorisation administrative, et Monsieur le Président Marc Anglais l'a rappelé il y a quelques instants, n'est pas évidemment un bien dans le commerce comme un autre, hein, ça n'est pas une voiture ou une baguette de pain, c'est la traduction de l'imperium de la puissance publique, c'est l'expression de l'État. Et donc, on se doute qu'à supposer que ce commerce soit légal, les conditions auxquelles il va se dérouler seront des règles relativement distinctes, relativement plus strictes que celles qui s'attachent aux biens ordinaires. Il y a toujours dans cette question des conditions un aspect qui m'intéresse au plus haut point, c'est la question du prix de l'autorisation administrative qu'il faudra aussi évoquer. Enfin, quatrième interrogation, et elle est directement liée à la précédente, est-ce qu'un tel commerce sert l'intérêt général? Alors, je l'ai intitulé sur le PowerPoint de façon un petit peu malicieuse. Je dis s'il le sert, parce que c'est vraiment certain que ce commerce sert l'intérêt général, ou sert-il simplement les intérêts particuliers des opérateurs qui se livrent à ce commerce? C'est une question qu'il faudra traiter ensemble, puisque on pense bien sûr tout de suite à la métaphore de la main invisible d'Adam Smith. Est-ce que, de la même manière que pour la main invisible d'Adam Smith, en achetant, en cédant leur autorisation administrative, les opérateurs économiques sont susceptibles de contribuer à une meilleure allocation de cette ressource? Et donc, c'est à résoudre ces grandes questions que j'aimerais vous inviter à l'occasion de cette réflexion. Mais avant d'aller plus loin, quelques éléments de définition s'imposent. La première de ces questions de définition, c'est qu'est-ce qu'on qualifie de commerce? Le terme est souvent confondu avec d'autres que j'ai fait apparaître sur cette slide, la notion de accessibilité, de patrimonialité, de marché et de transfert des autorisations administratives à objet économique, termes qui peuvent paraître d'emblée comme des synonymes, mais qui en réalité revêtent chacun un sens bien spécifique. D'abord, il faut dire que la circulation d'une chose au sens du droit civil est la définition du commerce, la commercialité renvoyant à la possibilité de disposer de quelque chose. Or, cette circulation, elle se dédouble, et ça a une importance assez considérable pour comprendre ce commerce. On pense, quand on dit commerce des autorisations administratives, instantanément, et ça renvoie aux exemples que j'ai pu évoquer il y a un instant, à la cession. Autrement dit, au fait que le titulaire d'une autorisation puisse chercher à la monnayer auprès d'un tiers. Pour autant, il faut préciser qu'il y a un autre aspect du commerce qui est très souvent négligé, c'est l'attribution de l'autorisation. Autrement dit, le rapport qu'il peut avoir entre une autorité délivrante, une autorité administrative, pour le dire simplement, et le titulaire. Et ce premier temps de vie de l'autorisation administrative peut aussi être regardé comme un commerce. Dans le même sens, cette circulation, elle peut se faire à titre gratuit
ou à titre onéreux. Et si la circulation de l'autorisation se fait à titre onéreux, la commercialité rejoint alors la patrimonialité, terme qui est très souvent préféré, notamment par la doctrine de droit public. Mais vous savez évidemment que la notion de commerce n'emporte pas nécessairement l'onérosité. On peut très bien envisager, tout au moins dans le principe, l'idée que cette cession puisse se faire à titre gratuit, même si on verra que dans la pratique, les choses sont assez différentes en ce qui concerne l'objet du commerce qui nous intéresse aujourd'hui. Toujours dans les éléments de définition, le commerce renvoie à la circulation légale d'une chose, autrement dit, à sa circulation officielle. La circulation illégale dont une chose fait l'objet n'est pas le commerce. En revanche, c'est un marché, même si ce marché est officieux. Logiquement, vu le titre de cette conférence, je devrais exclure de ma démonstration les échanges illégaux d'autorisation administrative, faute d'être des éléments de commerce, au regard de la définition que je viens de rappeler. Je pense par exemple aux passeports, qui sont des autorisations administratives faisant l'objet d'un trafic, mais qui ne font pas l'objet d'un commerce, puisque illicites. Pour autant, et je le dis d'emblée, la situation s'avère plus compliquée et je vais malgré tout intégrer dans mon propos des marchés qui seraient des marchés illégaux pour une raison très simple qui est que le droit économique nous oblige à nuancer l'opposition qui est faite entre le commerce, autrement dit le marché légal, et le non-commerce, pour le dire autrement, le marché illégal. On verra en particulier que bien souvent, le commerce résulte dans un premier temps d'une pratique plus ou moins officieuse et que l'autorité administrative va légaliser. Et donc, fatalement, le rapport qu'entretient la notion de commerce des autorisations administratives avec la légalité est une notion plus complexe qu'on ne peut le penser de prime abord. Enfin, dernier terme à préciser, celui de transfert de l'autorisation administrative à objet économique. Cette notion de transfert, elle est très importante, en particulier pour ce qui intéresse les tribunaux de commerce, puisque le terme de cession peut être entendu plus ou moins strictement, et la circulation de l'autorisation administrative peut être autorisée isolément, ou bien cette circulation ne peut être autorisée que lorsqu'elle est opérée à titre accessoire. Je pense par exemple aux licences de débit de boissons qui pourraient être cédées avec le fonds de commerce. Et dans de nombreux cas, seule la seconde option est légale, le transfert, ce qui signifie que l'accessibilité de l'autorisation, cédée en tant que telle, isolément, n'est pas une option légalement envisageable. Toujours dans ces éléments de définition liminaire, qu'est-ce qu'on entend par une autorisation administrative à objet économique? Alors, j'ai repris la définition la plus communément admise de la chose, celle du vocabulaire juridique de Gérard Cornu. Il s'agit de l'acte par lequel une autorité administrative permet à un bénéficiaire d'exercer une activité ou de jouir de droits dont l'exercice ou la jouissance sont subordonnés. Il faut avoir une approche assez souple de la définition que je viens de rappeler, puisque, en définitive, le nom de l'autorisation administrative importe peu. On peut trouver ce qu'on appelle des quotas laitiers, quotas de pêche. On peut aussi trouver des droits en matière de plantation de vignes, par exemple. On peut aussi, ne serait-ce que pour reprendre les exemples que j'ai mentionnés, évoquer la licence de taxi ou licence de débit de boisson. Toujours dans cette approche souple de la définition d'une AAE, la forme de l'autorisation importe peu. Dans bien des cas, l'autorisation est unilatérale, mais, et on le verra assez rapidement, dans certaines hypothèses, l'autorisation peut être contractuelle, le meilleur exemple étant la convention d'occupation du domaine public. Alors, autorisation administrative, ça c'est fait à objet économique. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par une autorisation administrative à objet économique?
Bien, il s'agit d'une autorisation administrative qui va être recherchée pour l'avantage économique qu'elle procure à son titulaire. Ça semble être une évidence, mais pour autant, ça n'est pas toujours le cas. Je pense à un exemple dont vous avez peut-être entendu parler l'année dernière, celui du démantèlement d'un trafic de permis de conduire dont le journaliste Ali Badou avait été client. Je pense aussi à des trafics de titres de séjour en préfecture. Dans ces exemples-là, l'autorisation administrative n'est pas recherchée pour l'avantage économique qu'elle procure à son titulaire. Et donc, par hypothèse, je l'exclurai de mon propos. Alors, le cadre ayant été posé, comment est-ce qu'on peut aborder le plus simplement possible, à mon avis, la question du commerce des autorisations administratives à objet économique? Eh bien, je pense que c'est par l'origine de ce commerce qu'on peut aborder la question. Et je dirais qu'il y a deux dynamiques qui expliquent aujourd'hui l'essor d'un commerce d'autorisation administrative. La première de ces dynamiques, c'est ce que je qualifierais de dynamique ascendante. Des cessions plus ou moins officieuses d'autorisation administrative se font entre les opérateurs économiques et les autorités administratives, le plus souvent l'État, vont décider ensuite de légaliser, d'officialiser ces échanges. Autrement dit, on va passer du marché au commerce des autorisations administratives. Cette première dynamique, elle traduit une vision assez pragmatique du sujet. Il y a une réalité économique qui est là. Et dans un second temps, le droit va, dans certains cas ne va pas, prendre en compte cette réalité économique. À côté de cette première dynamique, on va avoir une dynamique que je qualifierais de descendante. Descendante parce que ici, c'est l'autorité administrative qui elle-même va instaurer le commerce sans forcément que les opérateurs économiques aient préalablement développé les échanges. Alors, il s'agit dans cette seconde dynamique d'une vision plus théorique de la question qui prend moins en compte la réalité des échanges. Et c'est peut-être l'essentiel de ce que je voudrais démontrer avec vous aujourd'hui. La première dynamique que j'ai identifiée il y a quelques instants me semble absolument fondamentale et elle ne doit surtout pas être sous-estimée. Cette première dynamique, la dynamique ascendante, même si elle est trop souvent négligée, aussi bien par les juristes que par les économistes. Les juristes, d'abord, à mon avis, négligent un petit peu trop le fait que le commerce naisse d'abord de la volonté des opérateurs avant d'être reconnu par l'autorité administrative, tout simplement parce que les échanges existent, même si officiellement une chose, en l'occurrence l'autorisation administrative, est hors commerce. Autrement dit, ce que le droit ne voit pas, l'économie le voit. Et symétriquement, il ne suffit pas de proclamer qu'une chose est dans le commerce pour qu'un commerce florissant se développe instantanément. De la même manière, les économistes aussi ont, à mon avis, et c'est vraiment mon avis très personnel sur la question, une foi peut-être excessive en la seconde dynamique comme étant la clé du commerce des autorisations administratives. Il est une opinion communément admise que c'est l'État qui crée les échanges. Les opérateurs économiques n'y arriveraient pas seuls. Et même si, une fois le marché construit, l'État s'efface ou non, l'État est censé participer activement à sa construction. Et ça, pour les économistes, quelle que soit leur obédience, c'est un constat. En matière d'autorisation administrative, il me semble que cette approche générale ne se vérifie pas tout à fait, puisque les acteurs économiques demeurent, à mon humble avis, le moteur véritablement du commerce des autorisations administratives. Je vous propose donc de découvrir, dans un premier temps, ce commerce qui est venu des opérateurs économiques, cette fameuse première dynamique, avant de nous intéresser, dans un second temps, au commerce venu des autorités administratives.
Alors, d'abord, le commerce des AOE initié par les opérateurs économiques. Du marché au commerce des autorisations administratives, tel aurait pu être le titre de cette première partie, car le commerce qui va être officiellement reconnu par l'État trouve sa source dans des cessions informelles entre les opérateurs économiques. Donc d'abord, les cessions informelles d'autorisation administrative entre titulaires et acheteurs. Comment expliquer l'émergence de cessions informelles d'autorisation administrative et quelle forme prennent ces échanges entre opérateurs économiques? Voilà les deux questions qu'il faut se poser dans cette première sous-partie. D'abord, comment expliquer l'émergence de cessions informelles? Eh bien, je dirais que les conditions économiques à la formation de tout marché se trouvent réunies en matière d'autorisation administrative. Pour qu'un marché émerge, il faut deux choses. Il faut quelque chose à échanger, d'abord, et il faut au moins deux personnes pour l'échanger. C'est un principe simple qui est reconnu par la doctrine économique et que l'on retrouve pour notre sujet d'étude. La première condition, quelque chose à échanger, eh bien ce quelque chose, ça va être une autorisation administrative à objet économique. Pourquoi est-ce qu'une autorisation administrative serait ce quelque chose à échanger? Eh bien, ça n'est pas si évident pour deux raisons. La première, c'est que de nombreux droits considèrent que l'autorisation administrative, et le président Marc Ringlet l'a rappelé tout à l'heure, est une chose hors commerce. Et donc, la force de l'interdit pourrait dissuader les opérateurs économiques de se manifester. J'ai pris deux exemples pour illustrer la chose. D'abord, parmi les droits nationaux, le droit français interdit la cession de certaines autorisations administratives. Je pense aux machines à sous, je pense aussi aux nouvelles licences de taxi, celles qui sont délivrées depuis 2014. De la même manière, en droit européen, l'autorisation de créer un service régulier de transport ou d'exercer une activité professionnelle indépendante dans un état d'accueil sont des autorisations qui, au regard du droit européen, ne sont pas cessibles. De façon plus générale, est alléguée par la doctrine l'interdiction de céder l'autorisation administrative à objet économique, alors que, à mon avis, il n'y a pas de règle générale, qu'il s'agisse d'une règle textuelle ou jurisprudentielle, qui permettent d'étayer cette thèse. Il me semble qu'il n'y a que des interdits ponctuels et relatifs quant à l'interdiction de céder l'autorisation administrative. Deuxième obstacle qui pourrait venir empêcher l'émergence de ce commerce, quand bien même l'autorisation administrative serait légalement cessible, elle pourrait ne pas toujours susciter la convoitise. Pour être quelque chose à échanger, une autorisation administrative, comme toute chose d'ailleurs, doit avoir une valeur économique. Je repense à cette affirmation de Jean-Baptiste Say, que vous connaissez certainement, c'est la valeur qui fait le bien et non l'inverse. Et cette affirmation générale, elle s'applique évidemment à notre sujet d'étude, puisque dénuée de valeur économique, une autorisation administrative ne sera pas quelque chose à échanger. Ce qui pose une autre question. Quand une autorisation administrative a-t-elle une valeur économique? Deux conditions doivent être réunies pour qu'une autorisation administrative ait une valeur économique. Il faut qu'il y ait une rareté et il faut ensuite que cette autorisation procure à son bénéficiaire un avantage pécuniaire. Et ces deux conditions se trouvent réunies pour toutes les autorisations qui procurent à leur titulaire un droit exclusif. Seuls les heureux titulaires de l'autorisation pourront exercer l'activité économique, les autres s'en trouvant exclus. C'est le principe même du mécanisme de l'autorisation administrative. Ces deux conditions sont cumulatives. Une autorisation administrative qui serait rare
mais qui serait inutile, n'aurait pas de valeur économique et donc ne fera pas l'objet d'un marché et donc d'un commerce. À l'inverse, une autorisation administrative qui serait utile mais qui ne serait pas rare, rareté naturelle, rareté artificielle, dans l'hypothèse d'un contingentement, n'aurait pas non plus de valeur économique et ne pourrait pas faire l'objet d'un marché. Et ces deux conditions qui sont nécessaires à la formation d'une valeur économique, ce sont des conditions qui échappent en grande partie à l'empire du droit, puisque les juristes n'ont pas ou ont très peu de prise pour essayer d'empêcher ou de limiter la valeur économique de ces autorisations. L'interdit, le fait de proclamer l'incessibilité de l'autorisation, par exemple, n'empêchera pas la valeur économique d'émerger et le commerce, éventuellement, de se créer. Le seul pouvoir que peut avoir le droit sur cette valeur économique, c'est pour influer les paramètres de la rareté et de l'utilité, mais en aucun cas, à mon avis, le droit peut empêcher la valeur économique de se forger. À côté de la condition matérielle, la deuxième condition pour qu'un marché émerge tient aux conditions tenant aux personnes. Il faut au moins 2 personnes pour échanger. D'un côté, un titulaire, de l'autre, un tiers qui serait intéressé par l'autorisation administrative. On retrouve ici les déterminants classiques en économie, l'offre et la demande. Alors, on peut résumer leur mobile en 2 hypothèses, me semble-t-il. D'une part, la recherche de l'avantage économique qui est conféré par l'autorisation administrative et d'autre part, la recherche, je dirais, de l'autorisation administrative en tant que telle. Alors, pour le premier cas, la recherche de l'avantage économique conféré par l'autorisation administrative, eh bien, dans cette hypothèse-là, l'autorisation est regardée comme le précieux sésame qui permet de gagner de l'argent. Et donc, il faut bien se procurer cette autorisation administrative. Un exemple de cette première hypothèse serait les licences de téléphonie. On dirait aujourd'hui, avec la 5G, les licences de réseau mobile qui s'échangent pour des montants astronomiques parce que c'est le droit permettant d'accéder au marché des communications. Ça renvoie à cette grande question des cours de droit public économique, des restrictions à l'entrée sur le marché. Je pourrais aussi prendre, si j'essayais de surfer sur l'actualité, l'exemple des médicaments, puisque là aussi, les vaccins anti-Covid, l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament, l'obtention de cette autorisation conditionne le droit d'exploiter, à titre de droit exclusif, les autorisations permettant de mettre sur le marché des vaccins. Et donc ça, c'est le premier profil, j'aimerais dire, de marché, premier mobile de commerce. Le deuxième mobile, c'est la recherche du prix de vente de l'autorisation administrative. Dans cette deuxième configuration, l'autorisation n'est plus perçue comme un moyen, mais carrément comme une finalité, comme un actif. C'est une forme de financiarisation. Alors, dans cette seconde hypothèse, qui pourrait être intéressé par une autorisation administrative, quel pourrait être le profil type, en quelque sorte, du demandeur? Eh bien, on pense d'abord aux spéculateurs. Et je donne l'exemple du quota d'émission de gaz à effet de serre, qui est un commerce avec une bourse, et on parle même de finance carbone pour exprimer la nature de cette spéculation. Mais, et j'insiste sur ce point-là parce qu'il ne faut pas avoir une vision un petit peu trop caricaturale du spéculateur. Il n'est pas toujours celui qu'on croit. En matière agricole, par exemple, certains agriculteurs eux-mêmes préfèrent vendre leurs droits à produire plutôt que de les utiliser parce que c'est plus rentable de les vendre que de s'en servir. Si bien que, dans mon exemple, l'agriculteur n'est peut-être pas aussi vertueux et le financier n'est peut-être pas aussi malin ou mal intentionné. Toujours dans cette recherche du prix de vente, on peut citer le cas du départ à la retraite ou du changement d'exploitant pour être un peu plus large. En matière de licence de taxi, il y a pléthore de sites internet, de petites annonces, de chauffeurs, de titulaires de la licence de taxi qui cherchent à la vendre
afin d'avoir un complément de retraite pour la suite. Alors maintenant que les déterminants de l'émergence du marché ont été vus, reste à savoir comment va se mettre en place ce commerce. Alors, quelle forme prennent les cessions informelles d'autorisation administrative? Puisque l'État n'a pas encore officialisé ces pratiques et puisque pèse pour une large part de ces échanges le risque de sanctions, on peut se douter que ces opérations ne vont pas se dérouler sur la place publique. Je vois deux manifestations de ces échanges. D'abord, certains opérateurs économiques peuvent violer, méconnaître directement l'interdiction du commerce des autorisations administratives. En gros, on va trouver ici la réunion des conditions économiques. Malgré l'interdit, il y a quelque chose à échanger, il y a deux personnes à échanger, et donc un commerce va se mettre en place malgré l'interdit. Alors, je peux donner trois exemples de cette première configuration. La méconnaissance directe de l'autorisation. J'en ai cité 4 sur le PowerPoint, mais je vais simplement en évoquer 3. On pourra peut-être revenir dessus tout à l'heure si vous le souhaitez. Les permis de construire, d'abord. Bien avant que les textes n'évoquent la question, les permis de construire faisaient l'objet d'échanges bien établis. Les licences de taxi aussi, en France comme ailleurs en Europe. Les textes ont oscillé entre reconnaissance plus ou moins déguisée de la cession et interdiction, mais en pratique, rien n'a jamais changé. Et j'ai presque envie de dire un peu méchamment, aujourd'hui, ça n'a pas non plus changé. Il y a toujours eu des cessions de ces licences, plus ou moins déguisées parfois, mais en tout cas, il y a toujours eu une circulation de ces titres. Enfin, troisième illustration de cette méconnaissance de l'interdit, les charges des officiers publics et ministériels, puisque à la Révolution française, ce commerce avait été aboli, mais l'État avait été contraint, du fait de la généralité de ces échanges, de reconnaître ce commerce, l'interdit ne suffisant pas à empêcher ces échanges en pratique. Donc, à côté de cette première hypothèse, la méconnaissance directe, se trouve une deuxième manifestation de ces échanges. Et j'ai presque envie de dire, on a affaire ici à des opérateurs économiques qui sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus malins. Au lieu de frontalement chercher à méconnaître l'interdit, ils vont chercher à le contourner. Et le plus souvent, les opérateurs économiques vont s'entendre pour déporter la transaction sur un bien légalement cessible. C'est ce que je qualifierais de bien de substitution à l'autorisation administrative. Je retiens deux manifestations de ce subterfuge. D'abord, des biens de substitution qui seraient des biens matériels de la personne morale titulaire. Alors, je pense à la terre, je pense au matériel, je pense aux animaux, par exemple, pour l'agriculteur en matière de droit à produire. On prétend vendre une ferme, un bâtiment, un tracteur et 15 vaches, mais en réalité, le prix va prendre en compte l'autorisation administrative, le quota laitier, le droit à paiement. À côté de ce premier exemple qui porte sur les agriculteurs, on pourrait aussi citer le cas des bateaux de pêcheurs. Si vous regardez dans la région dont je suis originaire, le Pays Basque, les petites annonces de chalutiers au Pays Basque, ou même en Bretagne, vous serez étonné du prix de vente de certains de ces chalutiers qui est plus cher qu'une voiture de luxe. Il ne faut pas s'étonner sur la vérité de ces prix. En réalité, ce n'est pas la valeur du bateau, c'est la valeur de l'autorisation administrative qui va être intégrée dans le prix de vente. Et c'est en réalité elle qui parfois représente l'essentiel du montant de la transaction. À côté de cette première catégorie de biens, on trouve d'autres types de biens de substitution, des biens immatériels. Dans ce cadre-là, les opérateurs économiques vont chercher à contourner l'interdiction de faire commerce de l'autorisation administrative par le truchement du droit des sociétés. En droit français, quand le titulaire d'une autorisation administrative est une personne morale, un tiers peut devenir propriétaire
c'est une règle générale qui s'applique à notre sujet, peut devenir propriétaire d'une partie du capital de cette personne morale titulaire, les droits sociaux, actions ou parts sociales. Sans qu'il y ait cession de l'autorisation administrative, ce tiers va acquérir une partie du bénéfice. Alors, ces opérations, elles restent légales, même si le tiers acquiert la majorité, voire la quasi-totalité du capital de la personne morale titulaire de l'autorisation. Le droit français, ne considérant pas l'opération comme une cession, dès lors qu'il n'y a pas de changement de la personne titulaire. Mais pour autant, le droit français est peut-être un peu en train de changer, puisque sont sanctionnées certaines transactions sur les droits sociaux qui n'auraient pas d'autre objectif que de prendre le contrôle d'une autorisation administrative. Et je pense en particulier à un arrêt du Conseil d'État du 30 mars 2016, Société Diversité TV, au sujet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait retiré une autorisation d'émettre sur la télévision parce que, très précisément, était en cause une cession déguisée de l'autorisation. Une fois le marché créé, l'autorité administrative peut l'officialiser ou pas. Et c'est l'objet de la seconde sous-partie, du second temps de cette première dynamique ascendante du commerce. Donc, grand B, l'officialisation du commerce par l'autorité publique. Pourquoi est-ce que l'autorité publique va officialiser le marché des autorisations administratives? Autrement dit, pourquoi va-t-elle décider d'en faire un commerce ou, si elle décide de ne pas le faire, pourquoi décide-t-elle de laisser ce marché à l'état de marché officieux? Eh bien, il me semble qu'il y a trois types de considérations qui entrent en jeu dans cette décision. Des considérations juridiques, économiques, mais aussi, et elles sont déterminantes, des considérations pratiques. Voyons d'abord les considérations juridiques que je qualifierais de défavorables. Eh bien, ces considérations juridiques, elles s'avèrent multiples. Il y a plusieurs arguments qui sont évoqués au soutien de l'incessibilité des autorisations administratives à objet économique, arguments qui, comme je l'indiquais tout à l'heure au début de ma présentation, ne m'apparaissent pas du tout déterminants pour empêcher l'officialisation du commerce. D'abord, il y a des arguments qui sont proprement publicistes, autrement dit, qui n'intéressent que le spécialiste en droit public. Et ces arguments, ils sont doubles. Il y a d'abord le fait que faire commerce d'une autorisation administrative reviendrait à aliéner et à contractualiser le pouvoir de police. Il y a ensuite, pour une partie des autorisations administratives objet d'un commerce, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, les arguments qui tiennent à la précarité et à la révocabilité de ces autorisations. Eh bien, il me semble que chacun de ces deux arguments publicistes mérite discussion. D'abord parce que l'aliénation et la contractualisation du pouvoir de police ne sont pas des principes aussi déterminants qu'on peut le penser, dès lors qu'il y a un contrôle administratif sur la cession, et dès lors aussi que, ça a fait l'objet d'une thèse récente sur le sujet, la contractualisation du pouvoir de police se multiplie aujourd'hui. Et donc, ces arguments sont au moins discutables, au pire un petit peu datés. De la même manière, la précarité et la révocabilité des autorisations d'occupation temporaire du domaine public apparaissent être des principes qui sont relatifs parce que on peut considérer, tout au moins à mon avis, qu'on peut céder quelque chose qui est précaire. Autrement dit, la précarité et la révocabilité sont des arguments, pourrait-on dire, inopérants, en quelque sorte, qui ne sont pas directement liés à la question de la cessibilité des autorisations administratives. À ces arguments proprement publicistes s'ajoutent d'autres arguments qui sont tirés du droit commun et qui, à mon avis, ne sont pas davantage des obstacles à la reconnaissance des
échanges informels qu'on a identifiés il y a quelques instants. D'abord, le caractère intuitu personae de l'autorisation administrative. Beaucoup d'auteurs affirment que ce caractère intuitu personae fait obstacle à ce que l'État reconnaisse la cessibilité de certaines autorisations administratives. L'idée serait que l'autorisation a été accordée en fonction de la seule personnalité du titulaire, et donc céder l'autorisation serait méconnaître le choix de l'administration. Il me semble que ce caractère intuitu personae est un argument inopérant, parce que l'intuitu personae, quand on s'intéresse un peu à la doctrine privatiste, mais aussi publiciste, n'est pas un obstacle à la cession d'une autorisation, mais à la libre cession. Or, il y a une règle générale qui s'applique à la cession des autorisations administratives, qui est une règle qui trouve son fondement dans la théorie civiliste du patrimoine, qui est qu'il faut, pour que l'opération de cession soit valide, il faut l'agrément du cédé. Autrement dit, l'autorité administrative, en ce qui nous concerne, doit agréer l'opération. Or, dans la pratique, sauf très rare exception, l'administration peut s'opposer au changement de titulaire. Si bien qu'il n'y a pas, sauf rare exception, de libre cession des autorisations. Par conséquent, l'intuitu personae est respecté, puisqu'il y a un contrôle sur l'opération. Quatrième argument qui est régulièrement évoqué à l'appui du principe d'incessibilité des autorisations, mais c'est là aussi un argument qui est tout à fait discutable, me semble-t-il, c'est le caractère hors commerce des autorisations administratives. Eh bien, il me semble que cet argument il est discutable parce que le contenu d'une notion comme celle d'une chose hors commerce est incertain et comme l'avait démontré en son temps le doyen Carbonnier, cette notion du caractère hors commerce renvoie directement à la dimension du sacré. C'est une notion qui est éminemment subjective. J'ajoute aussi que cet argument, caractère hors commerce des autorisations, me paraît dangereux parce que prétendre qu'une autorisation administrative serait une chose hors commerce reviendrait à admettre, à contrario, qu'elle est une chose et donc possiblement, et j'y viendrai dans un instant, un bien. Donc en définitive, il me semble qu'aucun principe juridique s'oppose à ce que l'autorité administrative puisse officialiser le marché. On dit, rien ne s'oppose, à mon sens, à ce que l'autorité administrative puisse faire du commerce, du marché, un commerce. Reconnaître qu'une autorisation administrative est dans le commerce, qu'elle est cessible, emporte aussi des incidences qui sont décisives du point de vue du droit français. Et il faut évidemment prendre en compte ces incidences juridiques lorsque l'autorité administrative s'apprête à reconnaître les échanges. D'abord, dire qu'une autorisation administrative est cessible revient en principe à reconnaître qu'elle est un bien et que son titulaire en est propriétaire. Au sens de la théorie civiliste du patrimoine, je pense notamment à Aubry et Rowe, la cessibilité est la condition manquante pour transformer une chose en bien. Or, l'autorisation administrative est une chose, elle est appropriable et, précisément, elle est cessible. Toujours au sens de cette théorie civiliste du patrimoine, la cessibilité va ouvrir la voie à la reconnaissance du droit de propriété du titulaire, puisque la propriété est la réunion de l'exclusivité et de la transférabilité. Or, l'autorisation administrative est un droit exclusif, la première condition est donc remplie, et transférable. Alors vous vous dites peut-être, après tout, quel est le risque pour la puissance publique à reconnaître la cessibilité d'une autorisation administrative? Eh bien, le risque, il est tout simplement que va s'appliquer, tout au moins en théorie, le régime juridique des biens. On est censé appliquer, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, le droit interne et le droit européen, et notamment le protocole additionnel numéro 1 à la CEDH sur le droit de propriété. Si on applique la théorie civiliste jusqu'au bout, la privation de propriété pourrait être
constater si est retirée, est modifiée ou n'est pas renouvelée l'autorisation administrative. Et donc, on comprend que s'il n'y a pas d'argument dirimant qui puisse s'opposer à la reconnaissance de la cessibilité d'une autorisation, il y a en même temps des incidences juridiques qui sont déterminantes et qui doivent être prises en compte lorsque l'État, plus largement l'autorité administrative, s'apprête à reconnaître le commerce des autorisations administratives. S'y ajoutent, et je passe plus rapidement sur cette question, des considérations économiques qui, elles aussi, doivent être prises en compte lorsque l'autorité administrative s'apprête à reconnaître les échanges. Il y a d'abord, et c'est un aspect essentiel, le contrôle des transactions qui est facilité lorsque le marché officieux est reconnu par l'autorité administrative. Par définition, c'est vrai du commerce des stupéfiants comme des autorisations administratives, le marché noir ne permet aucun contrôle de la puissance publique. Et cela explique que pour certaines autorisations administratives, l'État ait décidé de reconnaître, même timidement, les échanges de certaines autorisations. Je pense par exemple à la licence de taxi. Il y a un deuxième aspect économique qu'il faut prendre en compte, c'est les recettes fiscales, puisque les transactions sont connues et que leurs montants sont enregistrés, la personne publique va pouvoir les taxer. Et ça explique, là encore, la reconnaissance du marché de certaines autorisations administratives. Reste enfin, et c'est le troisième aspect de la question, les considérations pratiques. Considérations pratiques qu'il ne faut pas sous-estimer. Le problème ici, il est relativement simple. Quand les échanges sont généralisés, quand la puissance publique n'arrive pas à les freiner, à les empêcher, autrement dit, quand l'interdit ne suffit plus, la puissance publique va préférer officialiser le marché. En gros, c'est une attitude pragmatique plutôt qu'une posture ridicule d'interdit qui resterait tout à fait théorique. Alors, nombreux pourraient être les exemples d'usage collectif en la matière. J'en garde un seul, les charges des officiers publics et ministériels, sans vouloir faire un cours d'histoire qui, à cette heure déjà un peu avancée, pourrait vous ennuyer. De nombreux rois de France, Henri IV, Louis XVIII, puis à la Révolution française, les révolutionnaires ont tenté d'interdire ce marché, mais n'ont jamais réussi à empêcher les échanges. Et donc, au final, du fait de la généralité de ces échanges, ont été contraints, en quelque sorte, d'officialiser cette pratique qui, dans un premier temps, malgré tout, était illégale. Alors, en définitive, j'ai mis 1 + 2 + 3 égale une mise en œuvre de la théorie du bilan. L'idée ici, c'est simplement que l'autorité administrative va peser le pour et le contre de ces trois types de considérations. Les considérations économiques qui poussent à l'officialisation des échanges, les considérations juridiques, je l'ai évoqué il y a un instant, qui, même s'il n'y a pas d'argument dirimant, tendent plutôt à plaider en faveur du dogme de l'extra-commercialité, et des considérations pratiques qui interviennent un petit peu en tant qu'arbitre. Et dans certains cas, l'autorité administrative va reconnaître la cessibilité d'une autorisation. Elle va le faire parfois franchement. L'usage va être reconnu par le juge avant d'être enfin pris en compte par les textes. Elle va aussi, plus souvent, être prise en compte moins franchement avec le choix de formules ambiguës, notamment via la notion de droit de présentation d'un successeur. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de se prémunir des conséquences naturelles de la théorie du patrimoine. Dans d'autres cas, l'autorité administrative va se refuser à reconnaître les échanges et j'ai de nombreux exemples à vous donner d'hypothèses dans lesquelles il y avait un marché officieux mais qui n'a jamais été reconnu par l'État. Les autorisations d'exploitation de petites remises, les licences de transport intérieur ou les autorisations de plantation de vignes. J'ajoute enfin que la situation de certaines autorisations peut être fluctuante, les licences de taxi pouvant être, selon les réglementations, à
dans des périodes distinctes, cessibles ou non cessibles. Alors, on vient d'étudier la première source du commerce des autorisations administratives, autrement dit, les opérateurs économiques eux-mêmes. Il existe aussi, à côté de cette première dynamique, une seconde hypothèse, la dynamique que je qualifie de descendante. C'est ici l'autorité publique qui va initier le commerce. Et dans un second temps, les opérateurs économiques vont suivre, j'ai presque envie de dire, vont suivre bon gré, mal gré. Alors, la première dynamique de construction du commerce ne concernait, je l'ai dit, que la cession des autorisations administratives officieuses puis officialisées. La dynamique que nous allons aborder maintenant, elle s'avère plus complexe parce qu'elle porte sur la cession des autorisations administratives, et qui cette fois-ci va être directement décidée par la puissance publique, sans qu'il y ait forcément des échanges préalables, mais elle vise aussi l'attribution des autorisations administratives, autrement dit, le temps dans lequel l'autorité délivrante va attribuer l'autorisation au premier titulaire. Voyons d'abord l'instauration du commerce entre titulaires et acheteurs. Ici, l'autorité publique peut d'elle-même décider de créer des régimes d'autorisation administrative cessibles. Mais elle rencontre une opposition des opérateurs économiques concernés. Autrement dit, on va inverser le raisonnement qu'on évoquait il y a un instant. Alors d'abord, la création de régimes d'autorisation administrative cessibles. Ici, la puissance publique peut délibérément prévoir que l'autorisation administrative circule entre les opérateurs économiques. Le plus souvent, pour être tout à fait sincère, mais c'est vraiment l'état de mes recherches sur la question, je n'ai aucun parti pris, c'est bien souvent l'Union européenne qui va aller dans ce sens parce qu'elle considère que les mécanismes de droit cessible sont un bon moyen d'allouer la ressource. Elle juge qu'un agriculteur, un pêcheur, un exploitant quelconque n'a pas nécessairement besoin d'autant de droits à exploiter et qu'il faut lui permettre de les revendre. Et cette approche-là conduit à introduire une flexibilité dans l'allocation des autorisations administratives. L'idée, c'est que l'allocation des autorisations par le marché est plus efficace qu'une allocation planifiée, une allocation par l'État. Dans certains cas, l'Union européenne va créer une obligation pour les États de créer des régimes de droit cessible ou leur imposer directement ces régimes de droit cessible. Je pense par exemple aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre ou aux autorisations de mise sur le marché de médicaments. Dans d'autres cas, elle va offrir un choix aux États. Dans le cas des droits à paiement, autrefois des quotas laitiers ou des droits de replantation de vignes, les États membres avaient le choix d'admettre ou non l'accessibilité des autorisations instituées au niveau de l'Union européenne. Dans quelques cas seulement, c'est les États eux-mêmes qui vont instaurer des régimes de droit cessibles. Et là aussi, objectivement, il faut reconnaître que ce sont surtout les États anglo-saxons qui se sont engagés dans cette voie. Le Royaume-Uni, l'Irlande, qui ont plaidé en faveur de l'accessibilité des droits à produire. Alors, la France, en revanche, force est de constater qu'elle s'inscrit un petit peu en faux de cette logique, puisque les autorités françaises se sont toujours opposées à l'instauration de droits à produire transférables, notamment. Je peux reprendre les exemples de droits de plantation de vignes, de quotas laitiers, de droits à paiement, de sous-quotas de pêche. Alors pourquoi est-ce que la France a toujours refusé de créer ces autorisations cessibles ? Eh bien parce qu'il y a toujours eu cette peur, dont on verra peut-être tout à l'heure dans le cadre des discussions qu'elle est un petit peu irrationnelle, cette peur que la cessibilité des autorisations conduise à une concentration des droits entre les mains d'une minorité de privilégiés. Autrement dit, il y a cette idée que l'agriculteur qui serait pauvre n'aurait pas d'argent pour acheter les droits et donc ne pourrait pas continuer à travailler. Il y a une deuxième explication à cette aversion
pour la reconnaissance de régimes d'autorisation cessible, c'est aussi, il faut le dire là aussi très franchement, le rejet de l'économie de marché en France, qui, dans un certain nombre de domaines, et notamment dans le secteur primaire, a fait que ces mécanismes de droit cessible ont été proscrits. Alors, cette opposition des autorités françaises à la consécration de droits cessibles, elle peut quand même être un tout petit peu relativisée. C'est ce que j'évoque à la fin de cette slide. D'abord parce qu'il y a de rares initiatives historiques, des cas dans lesquels, en l'absence d'échanges avérés, l'autorité administrative a admis l'accessibilité de certains droits. Et je pense en particulier en matière de médicaments ou de droits de mouture. Dès les années 30, dans ces deux exemples, l'État va admettre l'accessibilité de certains droits. Je pense aussi, toujours dans les limites à ce constat un peu sombre que je viens de dresser, aux alternatives à la cession qui vont un peu servir de Canada Dry de cessibilité, avec en particulier le transfert de l'autorisation administrative à objet économique aux repreneurs. Par exemple, j'ai cité une série d'illustrations dans lesquelles très tôt le droit français a admis le transfert faute d'admettre la cessibilité. Dans ces hypothèses-là, il y a une absence d'impulsion du commerce par les opérateurs économiques. C'est vraiment d'en haut que vient la volonté d'instaurer le commerce, ça n'est absolument pas d'en bas. Les secteurs économiques qui sont concernés par cette seconde dynamique du commerce sont essentiellement, vous l'avez compris dans les illustrations que j'ai pu donner, le secteur primaire, la pêche, l'agriculture, domaines qui sont généralement opposés à la constitution de droits marchands. Dès les années 80, partout en Europe, les agriculteurs se sont opposés à l'accessibilité du quota laitier. Et aujourd'hui, cette aversion des opérateurs économiques concernés par ces autorisations est toujours d'actualité. Je pense au droit à paiement, par exemple. Je pourrais aussi évoquer le cas des quotas de pêche transférables qui, là aussi, constituent le repoussoir pour la plupart des pêcheurs français. Alors, est-ce que ces opérateurs soumis à autorisation ont raison ou pas de s'inquiéter et de refuser la mise en place de régimes de droit cessible? Eh bien, les arguments qui sont évoqués sont des arguments tout à fait classiques. La mise en place de régimes de droit cessible représenterait des barrières à l'entrée, notamment pour les jeunes agriculteurs. Ce serait une forme de privatisation de l'accès aux biens communs. Pour autant, on aura l'occasion peut-être d'y venir dans la discussion, ce sont des arguments qui me paraissent tout à fait discutables. Et je le dis alors même que je suis plutôt mesuré comme garçon d'un point de vue politique. Il y a au moins 3 raisons qui permettent de nuancer cette aversion, cette méfiance pour le marché. La régulation a des mérites et permet de limiter certains risques. Il y a aussi des bienfaits environnementaux des marchés pour certaines autorisations concernées. Pensons par exemple au droit à polluer. Il y a enfin des expériences étrangères qui sont, dans certains cas, concluantes. Et donc, si on touche ici du doigt un problème qui me paraît fondamental, celui de la cessibilité ou du refus de cessibilité des autorisations par les opérateurs qui sont soumis à autorisation, il y a un second aspect de la deuxième dynamique qu'il faut évoquer, et celle-ci, elle intervient au stade de l'attribution. L'instauration du commerce entre autorités délivrantes et titulaires. Ici, l'autorité publique peut créer le commerce au stade de l'attribution de l'autorisation administrative et elle peut le faire plus ou moins volontairement. Dans certains cas, elle va le faire par la volonté de l'autorité publique, on dit véritablement de son fait. L'autorité publique va décider que l'attribution d'une autorisation administrative va se faire sous la forme d'un commerce. Et là aussi, cette attribution de l'autorisation envisagée à l'aune du marché, elle résulte le plus souvent de l'Union européenne. Je pense aux quotas d'émissions de CO2, par exemple, qui sont attribués, et non pas simplement cédés, selon des mécanismes de marché. Dans certains cas, ce sont aussi les autorités internes des États qui vont être à l'origine de ce commerce qu'on pourrait regarder comme un commerce primaire, en quelque sorte. Je pense à des cas
comme ceux des licences de téléphonie mobile qui sont attribuées encore récemment pour la 5G par voie d'enchère. Je pense aussi à d'autres exemples plus anciens comme les droits de chasse. Dans d'autres hypothèses, ce seront des hypothèses qui sont majoritaires, ce sont les opérateurs économiques qui vont être à l'origine de ces mécanismes marchands, l'État n'intervenant qu'à titre liminaire dans l'émergence de ce marché. Et ce que je vise ici, ce sont les hypothèses dans lesquelles l'État va réclamer une contrepartie financière en échange d'une autorisation administrative. Donc, il y a un prix qui est exigé par l'État, mais l'État n'envisage pas du tout ce prix comme un prix de marché. Mais par l'influence des opérateurs économiques, ce prix va être transformé en prix de marché. Autrement dit, sous l'influence des opérateurs économiques, un prix planifié va devenir un prix de marché. Alors, j'ai plusieurs exemples de cette évolution, de cette transformation, cette influence des opérateurs vers un prix de marché. La redevance d'occupation domaniale pour toute autorisation qui permet l'occupation du domaine public, sauf texte particulier, la redevance va être soumise en pratique aux règles marchandes, les droits d'entrée aussi, pour tout ce qui concerne les marchés d'intérêt national, ou encore les taxes fiscales, même si c'est un exemple qui est beaucoup moins important que les deux précédents. Les prélèvements qui étaient exigés des officiers ministériels dès l'Ancien Régime ont pu être envisagés par la doctrine sous l'angle des règles du marché. Alors on peut se demander pourquoi ce prix planifié, cette somme d'argent réclamée par l'État, va se transformer sous l'influence des opérateurs économiques en prix de marché. Il y a plusieurs explications de cette transformation. D'abord, il y a le risque d'une absence de demande. Je pense par exemple aux licences 3G en France, où l'État avait fixé un prix prohibitif pour ces licences et avait été contraint, entre guillemets, de rétropédaler, de revoir ses ambitions parce qu'il n'y avait simplement pas de demande pour ce prix. Il y a une autre explication de cette transformation du prix planifié en prix de marché sous l'influence des opérateurs économiques, et c'est la concurrence qui existe entre demandeurs, mais qui existe aussi, et il me semble qu'on l'oublie trop souvent, entre autorités délivrantes. Il y a une forme d'attraction pour les mêmes investisseurs, notamment sur le domaine public portuaire ou aéroportuaire. Il y a aussi une concurrence en matière de médicaments entre l'autorisation délivrée par les autorités françaises et par les autorités européennes. Autrement dit, la concurrence, elle ne se joue pas simplement entre les demandeurs, mais elle se joue aussi, et c'est une dimension que le droit public permet de bien prendre en compte, entre les autorités délivrantes des autorisations. Et du fait de cette concurrence entre autorités délivrantes, il va y avoir une transformation du prix planifié en prix de marché, le but étant de proposer le prix le plus attractif pour les demandeurs d'autorisation administrative. Voilà l'essentiel de mon propos. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens maintenant à votre disposition pour toutes les questions que vous vous poseriez. Merci beaucoup, Jean-Victor, pour cette démonstration très intéressante à la croisée entre le droit public, le droit privé et l'économie, qui répond pleinement à l'objet de notre association. Alors, plusieurs questions se posent tout de suite sur cette intervention. De nombreuses questions ont été posées. Je vais essayer de les synthétiser et de vous les retranscrire. La première question, qui est une question générale sur votre intervention, est une question qui est suggérée notamment par le professeur Lachaume, qui, dans l'avant-propos de votre thèse, parle du fait que les autorisations administratives pouvaient avoir une mauvaise image par le passé, notamment dans la doctrine du droit public, parce qu'on parlait de rente de situation qui bénéficiait aux heureux possesseurs, et aujourd'hui on parlerait plutôt davantage concurrentiel. Donc la question est la suivante, c'est de quelle manière le droit de la concurrence aujourd'hui peut interférer dans cette attribution et cette vie des autorisations administratives, droit de la concurrence et évidemment son autorité de régulation, l'autorité de la concurrence. Oui, alors c'est effectivement une question décisive. Et c'est aussi une question qui est très transversale parce qu'en réalité,
le droit de la concurrence intéresse à plusieurs égards la question de l'allocation marchande des autorisations administratives à objet économique. La première chose qu'il faut dire, c'est que le principe même de l'autorisation administrative est une limite au libre exercice d'une activité professionnelle. Donc, par essence, en quelque sorte, l'autorisation administrative est une entrave à la libre concurrence. Une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres aspects qui viennent tout de suite en tête. C'est d'abord que la quantité d'autorisation administrative disponible va être directement soumise au droit de la concurrence. On pense notamment aux offices de notaire. Pour prendre une illustration qui est bien connue, mais il y en a bien d'autres, cas dans lesquels la quantité d'autorisation va être directement conditionnée par les règles de droit de la concurrence. Il y a aussi un autre aspect, au-delà du principe même de l'autorisation et au-delà de la quantité, c'est peut-être aussi la question du prix de l'autorisation qui va elle aussi dépendre de ces règles de la concurrence, parce que quand on regarde la question, on se rend compte finalement que ceux qui payent pour bénéficier de l'autorisation face à ceux qui ne paieraient pas se trouvent désavantagés. Donc, possiblement, il y a un avantage concurrentiel dont vont bénéficier certains et pas d'autres. Ce qui pose une question, j'allais dire, au simple regard de l'exercice de la profession. Il y a aussi la question du prix, non plus entre les opérateurs économiques, mais aussi entre les opérateurs et l'autorité délivrante. Puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorité délivrante aussi, elle est soumise aux règles du droit de la concurrence et le droit de la concurrence va s'appliquer pleinement à elle. Et si je prends par exemple l'hypothèse du droit domanial, l'occupation des dépendances du domaine public, on va avoir des hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative va être prisonnière du prix de marché de l'autorisation administrative. Si l'autorité administrative fixe un prix excessif pour une autorisation administrative déterminée, elle peut être taxée d'abus de position dominante. Si, à l'inverse, cette même autorité administrative va fixer un prix qui va être trop bas, en deçà du prix de marché, là aussi, le droit de la concurrence va pouvoir jouer, puisqu'on peut considérer qu'il s'agit d'une aide d'État illégale. Et donc, d'une certaine façon, sur le principe, sur la quantité, sur le prix de l'autorisation, on a une application directe du droit de la concurrence. J'ajoute enfin que le droit de la concurrence s'applique aussi aux conditions du marché, parce que lorsque, par exemple, puisque vous avez cité l'autorité de la concurrence, j'ai en tête plusieurs avis et plusieurs décisions de l'autorité de la concurrence française, pour ne parler que d'elle, dans lesquelles les corporations, en matière de taxis notamment, vont être sanctionnées parce qu'elles jouent le rôle du régulateur en méconnaissant le droit de la concurrence, que ce soit pour faire les intermédiaires entre les offreurs et les demandeurs d'autorisation, que ce soit aussi pour fixer la quantité d'autorisation qui est disponible, que ce soit aussi pour le prix des autorisations. Et c'est pour ça que, faute de respecter le droit de la concurrence, il est vraiment nécessaire d'avoir une régulation des échanges pour éviter que le corporatisme s'y substitue. Merci beaucoup, Jean-Victor. Autre question générale qui se pose, vous avez devant vous de nombreux professionnels qui sont également familiers du juge judiciaire. Alors, on a compris que le juge administratif est le juge naturel de ces autorisations administratives, mais pourriez-vous nous dire si et comment il arrive au juge judiciaire d'intervenir dans la vie de ces autorisations administratives? On pense évidemment aux successions, aux divorces et puis particulièrement aux procédures collectives. Quel est le rôle du juge judiciaire dans la vie de ces autorisations administratives? Oui, alors c'est effectivement un point absolument étonnant. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai commencé ma thèse sur cette question, je me suis intéressé évidemment au juge administratif puisque je suis initialement publiciste. Mais très vite, j'ai compris que je ne pourrais jamais réfléchir sur cette question
si je faisais abstraction du droit privé, d'abord, et de l'économie ensuite. Et donc, j'ai dû assez rapidement me familiariser avec des concepts que j'avais un peu perdu de vue en licence, la théorie du patrimoine d'Aubry-Hérault, puisque le juge judiciaire a eu à trancher de la question à plusieurs reprises d'ailleurs de la nature du droit de présentation du successeur, de l'accessibilité de l'autorisation, de sa transférabilité éventuelle. Et donc, il y a toute une série de jurisprudences judiciaires qui intéressent directement la question du marché des autorisations. Il y a eu aussi, et vous l'avez rappelé à juste titre, je pense, toute une série de litiges qui n'ont pas un intérêt d'un point de vue strictement juridique, mais qui ont un fort intérêt du point de vue économique, puisque paradoxalement, le juge qui va permettre d'évoquer de manière la plus décomplexée qui soit le montant de certaines autorisations administratives, c'est le juge judiciaire. Je pense par exemple aux questions de liquidation, aux questions aussi de divorce, qui permettent de voir la valeur des autorisations administratives, puisque par hypothèse, cet élément de patrimoine va être divisé entre, pour reprendre l'exemple du divorce, les deux membres du couple. Et donc, il y a, j'allais dire, un double intérêt de la jurisprudence judiciaire, à la fois un intérêt théorique qui est extrêmement puissant et dont le publiciste est dépendant, je le dis sans aucune flagornerie ou sans aucune comment dire, voilà, enfin, c'est un fait. Et en plus de ça, il y a, au-delà de cet aspect purement théorique, un aspect pratique. Le juge judiciaire est celui qui évoque le plus franchement la question de la valeur, là où le juge administratif a tendance à esquiver cette question. Merci, merci. Alors, des questions maintenant plus en lien et plus techniques directement avec ce que vous nous avez dit. On a compris notamment que il y avait une certaine précarité dans la cessibilité, enfin une précarité qui venait de parfois une incertitude sur la possibilité ou non de céder l'autorisation administrative. La question qui se pose, est-ce que cette incertitude a une incidence sur la cession elle-même ou sur la valeur à laquelle l'autorisation administrative sera cédée? Alors effectivement, c'est un point qui s'avère absolument déterminant. Alors, je n'ai pas eu le temps de le détailler dans le cadre de cette présentation, mais c'est un point qui est décisif. En réalité, je répondrai oui, parce que effectivement, la question de la valeur de l'autorisation, elle dépend de la légalité ou non de l'échange. C'est exactement pour toute une série d'autres biens qui ne sont pas dans le commerce, mais qui font malgré tout l'objet d'un marché. Fatalement, l'illicéité de la transaction va se répercuter sur le prix, puisque fatalement, il y a des risques qui sont encourus par les protagonistes à l'échange, et ces risques vont être intégrés dans la détermination du prix. Et donc, je n'ai pas eu le temps de détailler dans le cadre de cette présentation, mais la réponse est oui, parce que les protagonistes vont pleinement intégrer le risque de sanctions administratives, pénales aussi, dans la détermination du montant de l'autorisation. D'ailleurs, dans les deux sens, ça peut être une prise en compte à la hausse pour le risque prix, ça peut aussi être une prise en compte à la baisse, puisqu'il y a un risque évident de tout perdre, là où ça n'est pas le cas des transactions qui se feraient sur le marché. J'ajoute aussi que c'est un point que je n'ai pas pu préciser non plus dans la présentation, parce que j'ai voulu faire relativement simple, mais la question m'y invite à faire cette précision. La circonstance que le marché est reconnu, autrement dit qu'il est érigé en commerce, ne fait pas pour autant disparaître les transactions illégales. Et donc, on voit apparaître un marché légal qui vient s'ajouter en réalité sans se substituer aux transactions illicites. Et donc, en définitive, si on a un tableau assez complet de la situation, on a à la fois un marché officieux qui va être légalisé et on a en même temps des transactions officieuses qui vont perdurer malgré l'officialisation des échanges. Et donc, on va avoir possiblement deux prix différents selon le marché où on va se positionner.
Merci, ça fait la transition d'ailleurs avec la question suivante. Un des participants voulait une précision terminologique. Il se demandait s'il n'était pas nécessaire de distinguer les activités hors commerce des activités non commerciales, dans le sens où, effectivement, certaines activités ne seraient pas commerciales, mais auraient une valeur commerciale du fait de ces autorisations administratives. Est-ce qu'il y a une distinction, une précision que vous pouvez apporter sur ce sujet? Oui, alors je suis tout à fait d'accord. En réalité, il faut absolument distinguer les deux, faute de quoi on aurait une approche qui serait beaucoup trop caricaturale de la question. Donc, je pense effectivement qu'il faut vraiment distinguer les deux hypothèses. C'est une question de dégradé en quelque sorte, de dégradé de grille, beaucoup plus qu'une opposition binaire, binaire entre les deux. Donc oui, clairement, là aussi, c'est un aspect que je n'ai pas du tout pu aborder dans le cadre de la présentation, parce que je n'ai pas pu résumer plus de 700 pages en quelques slides, mais c'est effectivement un point qui me paraît être absolument déterminant. Merci. Autre question sur la reprise de l'activité. On s'interroge sur le fait de savoir si, lorsqu'il y a reprise de l'activité, donc transfert de l'autorisation administrative, est-il systématique que l'autorité qui délivre cette autorisation donne son agrément, puisse s'y opposer a posteriori, ou avez-vous pu identifier des cas dans lesquels tout cela se fait indépendamment finalement de l'autorité qui a délivré initialement l'autorisation? Alors, effectivement, c'est une question qui est éminemment complexe, que j'ai eu le plaisir ou le bonheur de découvrir dans le cadre de ma thèse, en m'intéressant un petit peu aux décisions prises par les juges consulaires. Bien, en fait, ça dépend. Ça dépend parce que sur le plan des principes, l'autorité administrative est en droit, dans l'hypothèse où elle aurait une compétence discrétionnaire pour se faire, ce qui est quand même l'exception, il faut le dire honnêtement, est en droit de s'opposer à ce que l'autorisation soit transférée au repreneur de l'activité économique. Autrement dit, sur le plan des principes, il est tout à fait possible que l'autorité administrative s'y oppose. Néanmoins, il y a deux remarques qui doivent être prises en compte. La première, c'est que derrière cette règle, dans la pratique, il est très rare que l'autorité administrative exerce un véritable contrôle sur la cession. Ce que je veux dire par là, c'est que même lorsqu'elle a une compétence discrétionnaire pour s'opposer au transfert de l'autorisation, le plus souvent, elle va valider, si les conditions objectives sont réunies, le transfert de l'autorisation. Et donc, dans la pratique, les contentieux dans lesquels on assiste à un refus d'agréer la cession s'avèrent relativement rares. Premier élément. Deuxième élément sur cet exemple particulier que vous évoquez, c'est que j'ai découvert dans le cadre de mes recherches qu'il y était toute une série d'hypothèses dans lesquelles les tribunaux de commerce étaient autorisés à transférer l'autorisation administrative au repreneur de l'activité économique à titre anticipé. Autrement dit, il était permis aux tribunaux de commerce de réaliser a priori la reprise des éléments nécessaires à l'activité, biens matériels comme les biens immatériels, dont l'autorisation. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement dérogatoire aux règles générales de la cession des autorisations. Et c'est quelque chose que j'ai découvert en lisant les différentes décisions des tribunaux de commerce. Entendu. Encore quelques questions, si le temps nous le permet. Des questions qui m'ont été transmises, qui sont peut-être moins juridiques, mais qui sont intéressantes. Notamment, la première question est liée à la tradition française, dont on sait qu'en matière économique, il y a un interventionnisme de l'État qui peut être plus fort que dans certains autres pays. Est-ce qu'à l'occasion de vos recherches, vous avez pu remarquer que de ce fait, les autorisations administratives étaient nettement et significativement plus nombreuses que dans les autres pays, et particulièrement les pays qui nous sont plus proches? Alors, c'est une très, très bonne question, une question très difficile, je le dis franchement, parce que je dirais que dans un premier temps, la France s'est clairement illustrée par la diversité de ses régimes d'autorisation administrative et donc
de ces commerces d'autorisation administrative. En particulier, je dirais qu'il y a une période fondatrice qui serait l'après-guerre, où on a vu émerger, on a vu carrément essaimer une série de régimes d'autorisation qui ont été créés précisément pour traduire en droit économique l'interventionnisme de l'État. Mais je dirais que dans un second temps, avec le transfert à l'Union européenne de toute une série de compétences et avec aussi la consécration au niveau européen des libertés économiques, on a assisté, sous ces deux mouvements combinés, à une réduction du nombre de régimes d'autorisation en France, d'une part, et d'autre part, à une forme d'harmonisation au niveau européen des autorisations administratives. Si bien que, sans vouloir là aussi surfer sur l'actualité malheureuse, mais malgré tout, c'est un exemple qui paraît tout à fait probant, si bien que dans des domaines comme les médicaments ou les produits biocides d'ailleurs, on assiste plus à une européanisation du marché des autorisations qu'à une sphère nationale pour identifier le marché pertinent. Eh bien, ça fait encore une fois la transition avec ce qui est la dernière question que j'ai récoltée, qui est une question prospective un peu, en lien évidemment avec la situation actuelle. Comment pensez-vous que la crise actuelle va réorganiser le marché, enfin, pour dire globalement les choses, le marché des autorisations administratives, que ce soit en lien direct avec la situation sanitaire, vous avez parlé des autorisations mises sur le marché des médicaments, ou alors d'autres autorisations qui pourraient subir des conséquences de la crise actuelle parce que l'activité économique correspondante n'aurait plus autant d'intérêt qu'auparavant. Est-ce que vous pouvez tracer un peu des perspectives d'avenir sur ces autorisations au vu de la situation actuelle? Alors là aussi, c'est une question qui est tout à fait redoutable. Je dirais que la crise actuelle va faire bouger les lignes du marché des autorisations administratives. Je pense qu'au prisme de la crise, il y a des autorisations qui vont malheureusement perdre une valeur considérable. Je pense à toutes les activités qui sont directement impactées par la crise sanitaire et économique, les licences de débit de boissons, par exemple, ou d'autres types d'autorisations qui vont subir de plein fouet la crise économique et qui vont en valeur perdre énormément de leur poids. À l'inverse, il y a d'autres domaines pour lesquels, j'allais dire, la crise ne fait pas que des malheureux, pour lesquels la valeur des autorisations va se trouver confortée. Bon, évidemment, l'exemple des autorisations de mise sur le marché de médicaments est particulièrement probant, mais je pourrais aussi prendre l'exemple des produits biocides que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, où on peut tout à fait imaginer que la valeur va augmenter. Enfin, il y a des hypothèses dans lesquelles le marché, la crise risque de ne pas avoir d'effet sur la valeur des autorisations. Et je pense en particulier à un exemple qui est tout à fait significatif, qui est les licences de téléphonie mobile, puisque j'ai écrit récemment un article sur la question des licences 5G, et j'étais convaincu, mais je me suis trompé, hein, je fais mon coming out publiquement, j'étais convaincu que la crise sanitaire provoquerait une baisse de la valeur des licences 5G. Et en réalité, lors des enchères qui se sont déroulées il y a 2 mois maintenant, il n'y a pas eu d'effet particulier quant à la valeur des licences. Donc je dirais voilà, qu'il y a peut-être 3 écoles, les gagnants, les perdants et ceux qui restent en dehors du jeu. J'ajoute enfin, puisque c'est peut-être l'aspect le plus significatif à voir sur cette question, qu'il y a certainement, et ça fait directement écho, c'est peut-être un raisonnement circulaire, à la première des questions que vous m'avez posées, Guillaume, il y a peut-être aussi le fait que les autorisations vont peut-être servir de rente pour certains opérateurs économiques et vont peut-être, du fait de la crise sanitaire, essayer de les thésauriser, de les conserver dans l'unique but qu'elles permettent de renchérir la valeur de leur activité sur le moyen terme. Merci. Ça me suggère une question un peu subsidiaire. Est-ce que vous pensez aussi que ce besoin de simplification que fait ressortir la crise pourra avoir de l'incidence sur les modalités de délivrance de ces autorisations administratives? Alors, je pense que, évidemment, c'est un peu tôt pour voir s'il y aura un effet assez substantiel quant aux conditions de délivrance des autorisations.
Là où je pense qu'il y aura probablement un effet assez lourd, c'est que probablement que les aspects sanitaires et plus largement les aspects environnementaux vont être davantage pris en compte pour l'attribution des autorisations, que ce soit dans le cadre des règles générales de mise en œuvre des régimes d'autorisation administrative au niveau national comme au niveau européen, ou que ce soit aussi de manière beaucoup plus subjective dans les conditions d'attribution par l'autorité administrative, autrement dit, pour le choix du titulaire de l'autorisation. Mais je pense, et c'est peut-être mon pessimisme qui parle, je pense néanmoins qu'à plus moyen terme, les choses risquent de changer assez peu. Merci beaucoup. J'ai transmis l'ensemble des questions qui avaient été posées. Je repasse la parole à notre président, Marc Ringlet. Eh bien, merci à Jean-Victor. Il y avait, si je ne me trompe, encore une question qui est arrivée en fin de propos sur les autorisations concernant l'aménagement commercial pour savoir si elles entraient dans la sphère de la conférence de Jean-Victor. Est-ce que tu peux y répondre? Oui, alors elle rentre tout à fait dans le cadre de la question. Alors, deux choses. La première, c'est que cette question me permet de signaler qu'à la fin de ma thèse, j'ai essayé, là aussi c'est un élément que je n'ai pas pu évoquer dans le cadre de ma présentation succincte, j'ai essayé de synthétiser l'ensemble des régimes d'autorisation. Je pense que vous ne voyez strictement rien à l'écran. Voilà, j'ai essayé de faire un tableau sur une vingtaine de pages pour synthétiser l'ensemble des régimes d'autorisation administrative qui font l'objet d'un marché. Et donc, dans ce tableau, j'ai évoqué très précisément le cas des autorisations d'aménagement commercial pour dire que dans un premier temps, elles étaient cessibles et dans un second temps, du fait de certaines dérives, on va dire, constatées au plan local, ces autorisations sont devenues incessibles par principe. Donc, il y a eu une évolution du régime de ces autorisations, même si par exception, on a maintenu une porte ouverte vers une forme de circulation juridique de ces autorisations. Bien. Merci beaucoup. Là, je crois que on ne peut pas être plus exhaustif pour le traitement des questions qui ont pu se poser. Merci infiniment à Jean-Victor Maublanc pour la clarté de cette intervention qui était passionnante. Il faut dire que l'annexe qui était citée, l'annexe qui figure à la fin de cet ouvrage est absolument parlante sur le nombre extraordinaire d'autorisations qui ont pu être analysées à l'occasion de ce travail qui est véritablement complet, passionnant et novateur. Merci également à Guillaume Valdelièvre qui a parfaitement organisé alors, on ne peut pas l'appeler débat, malheureusement, les webconférences nous empêchent véritablement de traiter un véritable débat, mais en tout cas de ces questions qu'il a parfaitement relancées et traitées. Et merci enfin à Guillaume Kaltenbach de la société Le Droit pour moi pour la parfaite organisation technique de cette conférence. Et puis aussi, merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et qui sont restés fidèles jusqu'à la fin de cette intervention. Leur nombre n'a pas diminué et c'est tout à fait notable. Alors, une remarque, vous retrouverez les slides de Jean-Victor Maublanc sur le site de Droit et Commerce dans quelques temps et vous pourrez également consulter, si vous le souhaitez, le replay de la conférence sur notre site Internet. Alors, un mot pour terminer, c'est l'annonce de notre prochaine manifestation qui aura lieu, prochaine conférence du lundi, donc qui aura lieu le 8 mars. Alors, c'est un thème de droit des sociétés qui sera abordé puisque Armelle Leruyer, qui est également lauréate du prix Droit et Commerce, traitera du sujet de l'agrément en droit des sociétés, vecteur de réforme.
en posant la question de son unification et de son éventuelle modernisation. Donc, vaste sujet à l'étude le 8 mars. Je ne doute pas que vous serez particulièrement nombreux pour suivre cette conférence. Et puis, naturellement, toujours le petit mot de la fin. Si la conférence d'aujourd'hui vous a intéressé, eh bien, inscrivez-vous naturellement à nos prochains événements. Et si l'activité de droit et commerce vous intéresse et si vous souhaitez y participer, sollicitez votre adhésion en consultant les modalités de celle-ci sur notre site Internet, sur lequel vous retrouverez toutes les informations que vous pourrez souhaiter obtenir si vous ne les détenez pas aujourd'hui sur notre association. Merci à tous et à très bientôt, je l'espère, et en tout cas le 8 mars. Merci.